Bonjour à tous et bienvenue. Content de vous retrouver comme chaque mardi dorénavant. Alors, pour ce soir, bon, il est toujours bon avec cette actualité morose. De toute façon, j'ai rarement vu une actualité débordante de joie, donc malheureusement, c'est presque un lieu commun. Donc, c'est toujours bon de s'arrêter sur des ouvrages relatant aussi des faits historiques et sourcés et documentés. Alors, ce soir, donc je reçois quelqu'un qui est donc de ma génération. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il a été actif dans les années 60 et 70 au sein de mouvements anti-impérialistes, prenant l'unification européenne. Voilà, donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Yannick Sauveur. Bonjour Claude, bonjour à tous vos auditeurs et puis merci de l'invitation. Eh bien, bonsoir Yannick. C'est un plaisir partagé, voilà, de vous recevoir. Alors, votre livre, évidemment, je vous reçois dans le cadre de l'apparition de votre livre qui s'appelle L'américanisation de la société française. Voilà, je le montre à l'écran, mais Eric tout à l'heure va nous le montrer de toute façon en plein écran. Alors, le sous-titre, c'est Mythe fondateur, CIA, OTAN, américanisation et tentative de résistance, acculturation linguistique, hégémonie culturelle américaine, du pop art au McDo, américanisation à tous les étages, et c'est paru aux éditions L'Ancre, qui est une collection en fait à nouveau siècle, nouveaux enjeux, dirigée par Philippe Randa, que je connais. Alors, Yannick, comme à chaque fois, quand j'invite un écrivain au sujet de son livre et qu'on va parler donc de son ouvrage, j'ai une tradition, je lis la 4e de couverture. Est-ce que c'est bon pour vous que je lise la 4e de couverture avant qu'on commence les questions? Ça vous va? Oui, bien sûr Claude, oui, c'est une bonne idée. Alors c'est parfait. Alors voici la 4e de couverture. Cet essai se propose d'expliquer ce qu'est l'américanisation culturelle de la société française. Genèse, mise en perspective historique, étude des mythes fondateurs de la nation américaine, regard des intellectuels fourniront un éclairage à bien des problématiques, qu'il s'agisse de religion, de l'importation des modes de vie américains, voire de la violence sociétale. L'OTAN, censée assurer la sécurité de l'Europe, propulse les États-Unis de facto au rôle de leadership du monde non communiste. À partir de 1947, l'impérialisme culturel via les courroies de transmission de la CIA et avec la complicité des leaders d'opinion pénètre tous les domaines de la culture au sens large, littérature, chansons, musique, art, restauration, tourisme. Plus inquiétant et plus grave, la disparition du français au profit du globish est l'aspect le plus visible de l'américanisation avec la complicité des élites. Voilà. Ça, c'est donc la 4e de couverture de votre livre. Alors évidemment, on voit bien de quel sujet on va parler. C'est bien l'américanisation donc de la société française, mais pas que, de l'Europe entière d'ailleurs. Mais évidemment, nous sommes français, donc on va évidemment s'arrêter à la France. Alors j'aime bien en introduction, parce que vous avez écrit une citation de Romain Rolland, et je vais la citer d'ailleurs. Le pire écrasement qui attend l'humanité dans l'avenir lui viendra de la monstrueuse plutocratie américaine, le plus inhumain, le plus mortel pour les masses et pour l'esprit. Ah bah comme ça au moins le ton est posé. Et d'ailleurs, avant que je vous pose quand même les premières questions, dans le chapitre 1, j'adore la situation que vous avez attribuée, qui est attribuée à Albert Einstein. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que voilà ce qu'il aurait écrit, Albert Einstein. Les USA sont le seul exemple dans l'histoire de l'espèce humaine d'une société qui serait passée du stade, entre guillemets, du stade de la sauvagerie au stade de la décadence, sans jamais passer par celui de la civilisation. Alors celle-là, je l'adore. Alors celle-là, franchement, extraordinaire. Je l'ai noté d'ailleurs. Celle-là, je m'en resservirai avec votre permission. Alors, Yannick, donc on va commencer les questions. Donc vous revenez déjà pour la France sur mai 68 dans votre livre, évidemment.
il y a eu cette espèce de révolution dite culturelle, donc avec des figures de l'époque, hein, on s'en souvient, puisque vous et moi, on est à peu près de la même génération, donc on se souvient des Cohn-Bendit, Jesmar, Krivine, qui deviendront la Sauvageau. gauche caviar, d'ailleurs, hein, et aussi de quelques anciens membres du groupe Occident, d'ailleurs, que vous expliquez dans votre livre. Alors, le groupe Occident, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour nos amis internautes qui ne connaîtraient pas, c'est un mouvement d'extrême droite qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, quand même, des gens comme Madelin, eh bien oui, Gérard Longuet, Patrick Devedjian, qui sont devenus ministres libéraux, donc ils appartenaient à l'époque donc à ce groupe Occident. Donc on voit bien d'un côté la gauche caviar, enfin des trotskistes qui sont devenus gauche caviar, même des trotskistes lambertistes, hein, puisqu'il y avait notre ami Jospin, hein, qui était quand même un trotskiste lambertiste, et donc ce groupe Occident d'extrême droite. Alors je vous laisse un peu, donc ça sentait bon, entre guillemets, le coup d'État de la CIA pour déstabiliser le général de Gaulle à l'époque, mais je vous laisse partir là-dessus et ce déferlement après 1945, donc de produits américains, etc. etc. Allez, Yannick, allez-y. Oui, donc à propos de 1968, les événements de 68, effectivement, ce qui apparaît maintenant avec le recul, c'est que c'était effectivement une révolution de couleur Oui. menée par la CIA ou ses courroies. Et je veux dire, l'avenir nous l'a bien montré. Hein, vous avez cité, comment dire, tous ces trotskistes, hein, qui ont bien été recyclés dans le système. Les gens d'extrême droite ont bien été recyclés dans le système. Et donc, c'est important de dire, comme je l'indique dans mon livre en introduction, mais le système recycle, etc. Et à partir du moment où on est dans le système, je veux dire, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des fausses oppositions. Hein. Donc, bon, on a bien vu ce qu'a donné mai 68, les avantages sociaux, économico-sociaux qui ont été accordés ont tout de suite été repris par comment dire, par l'inflation, une inflation en deux chiffres qui a eu lieu dans les années 70. Par contre, ce qui est clair, c'est que à partir de 68, c'est-à-dire, on rentre dans une autre culture où là, comment dire, l'américanisation dont je parle et que j'explique dans mon livre et qu'on peut dater de différentes périodes, elle apparaît très clairement à partir de la fin des années 60, milieu des années 60, début des années 70. Et là, bon, c'est comment dire, que ce soit sur le plan de la chanson, tous les événements culturels, et puis, comment dire, je pense que dès le milieu des années 60, fin des années 60, on assiste à un basculement anthropologique en Europe. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, en disant, comment dire, c'est l'américanisation de la société française. Effectivement, comment dire, il serait plus juste de dire que c'est l'américanisation de la société européenne dans son ensemble. Et je me suis cantonné au cas de la France, car je n'avais pas suffisamment de matière et d'éléments pour traiter, mais on pourrait dire la même chose de l'Italie, de l'Allemagne, qui sont tous au moins autant américanisés, sinon plus que nous le sommes en France. Alors, donc cette américanisation, effectivement, on la sent, enfin pour moi je la sens. Maintenant, je ne suis pas certain que des jeunes aujourd'hui qui ont une vingtaine d'années arrivent à le sentir aussi bien que nous, si tant est qu'ils le sentent d'ailleurs, parce que je pense qu'ils sont tellement habitués maintenant justement à cette américanisation. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple, de toute façon, parce que les exemples sont visibles tous les jours. Dès qu'on se balade en grande ville, les exemples de cette américanisation à marche forcée sont présents. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais donc à Paris
pour un rendez-vous, et donc et je passe à côté d'un abribus et je vois une pub pour le Ricard. Bon, bah, ma foi, jusque-là, pas de problème, sauf que ce qui quand même ne collait pas, c'est qu'il y avait deux personnes, donc une femme et je savais même pas trop si c'était un homme ou une femme, mais bon, ça encore, c'est toute leur histoire de théorie du genre, mais qui arrive effectivement de toute façon via les États-Unis, via les anglo-saxons. Mais surtout, ce qui m'a interpellé, c'est Ricard et en dessous Born à Marseille. Donc, ils avaient remplacé Né à Marseille par Born, et donc, je me dis, mais c'est quand même assez incroyable. Donc, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui baignent dans les produits américains, parce que la McDo, d'ailleurs, la McDonaldisation, je crois que vous l'avez écrit comme ça, et on baigne dans, malheureusement, toute cette influence américaine et cette espèce de globish qui est devenu assez invraisemblable. Et je vous laisse commenter. Alors, pourquoi ça a commencé? Ça, vous allez nous l'expliquer. Et pourquoi et comment et dans quel but d'ailleurs, entre parenthèses. Avec l'exemple que vous citez du Ricard, il y en aurait plein d'autres. Je veux dire, comme Oui, vous bien dites, sûr. en se baladant dans les villes, pas forcément des grandes villes d'ailleurs. Bon, il n'y a pas longtemps, c'était les French Days. Bon, Ah oui. mais on se dit, mais c'est quoi cette bêtise finalement? Parce que ça ne rime à rien. Je veux dire, Ah, rien. si on posait la question aux gens, aux commerçants, je veux dire, pourquoi ils mettent ça? Mais je veux dire, on est en pleine bêtise. Est-ce que, comment dire, les Anglais, les Américains, je veux dire, mettent comment dire, des slogans comme ça en français, etc. C'est là qu'on voit un petit peu, alors, vous parliez effectivement de la jeunesse, le problème de l'américanisation, effectivement, c'est que ça atteint de plus en plus, comment dire les jeunes baignent dans un climat, il y a une imprégnation qui est totale. C'est-à-dire que les gens sont même plus conscients en fait de cette américanisation. Ils n'en prennent pas du tout conscience. C'est quelque chose qui est normal, entre guillemets, qui va de soi. Et comment dire, quand on fait des réflexions de ce type-là à des jeunes, ou du moins jeunes d'ailleurs, à des gens, mais y compris des gens cultivés, qui ont fait des études supérieures, etc. Mais je veux dire, on est des vieux schnocs, hein, comment dire, à côté de la plaque, et puis alors le truc classique, hein, vous connaissez, on refuse le progrès, hein, c'est ça, je veux dire, voilà. Donc on passe pour des vieux schnocks. Hein. Bon, alors c'est clair, on est d'une certaine génération, mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on réfléchit et on ne comprend pas. Et on n'est pas les seuls, je veux dire, à penser cela. Je veux dire, même si, en fait, on a peu la parole. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau des partis, mouvements politiques, des cercles culturels, enfin des médias, comment dire, ce qu'on appelle des élites, hein, en sociologie, et je veux dire, comment dire, comment dire, l'américanisation à marche forcée, c'est complet. Je veux dire, il n'y a même pas un semblant de, de réflexe, de réaction, on ne peut même pas d'opposition possible. Comment dire, des propos tels que nous les tenons, nous, là, aujourd'hui, tels que je les ai écrits, c'est impensable, comment dire, chez Gallimard, Fayard, ou comment dire, dans une radio ou télévision de grande écoute. Je veux dire, on ne passe pas parce qu'on a décidé qu'on ne passait pas. Hein, je veux dire, donc ça renvoie aussi à un point important, qui est, comment dire, la liberté d'expression dans ce pays. Ouais, quand je dis dans ce pays, c'est en Europe d'une façon générale, la liberté d'expression n'existe plus. Hein. Bon, mais j'en discutais incidemment avec un président d'association il y a 2 jours, et je veux dire sur un autre sujet. Et puis donc, on en est venu à parler de la démocratie. Bon. Et comment dire, bah, je vais dire, un type intelligent, hein, comment dire,
qui a fait des études supérieures d'un certain âge, de notre génération à peu près. Donc bon, voilà. Et comment dire, mais quand je disais aujourd'hui, on n'est plus en démocratie, on est en dictature. Et en fait, on peut le prouver. On peut le prouver puisqu'il y a une confusion des pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, les médias qui sont aux ordres, la constitution qui est aux ordres. On voit ça nulle part ailleurs. Donc, on peut leur démontrer ce qu'on veut. Non, non, je veux dire, ça passe parce que, je veux dire, ils ressortent finalement ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent depuis toujours. Donc, on est en démocratie. Bon, à un moment donné, prenez l'exemple, ah oui, ben c'est pas la Suisse, etc. Mais je veux dire, ils voient pas le fond du problème. Bon, je m'écarte un petit peu parce que Non, non, je bah, suis, bon, ouais. non, non, mais c'est vrai, mais c'est tout à fait ça. Non, non, mais vous avez raison. Vous écartez pas de toute façon du problème. Alors, vous écrivez de toute façon un peu plus loin que, et là je partage complètement votre vision de la chose, c'est curieuse nation que la nation américaine, totalement artificielle, excluant les Indiens, c'est clair, puisqu'ils les ont génocidés, niant le passé, mais voulant jouer le shérif ou les shérifs sur tout le globe. Ça, c'est complètement vrai. C'est un pays, donc, de toute façon, ultra violent, ça c'est clair. J'ai jamais vu un pays aussi violent, d'ailleurs, que les États-Unis. J'y suis allé quelques fois, c'est violent, quoi. C'est un pays qui est basé sur la violence. Ils ont poussé quand même le racisme et l'exclusion à un apogée quand même assez incroyable. Moi, je me rappelle très bien mon épouse dans les années 70, avant que je la connaisse, elle avait été se balader à New York, elle avait été sidérée, quoi. Elle avait dû aller à New York en 74 de mémoire, et en 74, quand elle est montée dans un bus à New York, il y avait la moitié du bus jusqu'à l'avant qui était réservé aux blancs, et la moitié du bus qui partait sur l'arrière était réservé aux noirs. Et quand elle m'a rencontré, elle m'avait raconté ça, elle était scandalisée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi? Mais d'où ça sort? Et ça, c'est quand même les USA, quoi. Et d'ailleurs, vous écrivez quelque chose de très vrai. Après, je vous laisse le commenter. D'ailleurs, vous écrivez que Thomas Jefferson, donc quand même un des fondateurs, un des piliers fondateurs quand même de la nation américaine, présentera l'Amérique comme une terre promise. Vous écrivez analogue à celle des Hébreux. Et voilà ce qu'il aurait dit. J'aurais moi aussi besoin de la faveur de l'être suprême dans les mains duquel nous sommes et qui conduit nos ancêtres, comme il l'a fait pour l'antique Israël, de leur terre natale vers ce pays qui regorge de tout ce qui est nécessaire et utile à l'existence. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont génocidé les Indiens quasiment jusqu'au dernier. Ça a été quand même le pire génocide de l'histoire, j'allais dire, presque contemporaine, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les Indiens, il en reste quasiment plus, quoi. Ils ont été quasiment tués jusqu'au dernier, quoi. Et donc, ben voilà, je vous laisse commenter ce que vous avez écrit à ce propos de ce Oui, pays qui est ultra violent. déjà, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez là sur la violence. Moi aussi, comment dire, la première fois où je suis allé aux États-Unis, c'était en 69. Donc, vous voyez, Ah oui. c'est proche, mais, et bon, on était un groupe de Français, et on voulait aller se balader normalement à Harlem, hein, Ah oui. et nous a dit, n'y y allez surtout pas, comment dire, si vous voulez pas vous faire lyncher, je veux dire, il y avait des émeutes raciales encore à ce moment-là, hein, jusqu'à Oui. cette époque-là, je veux dire, les émeutes raciales étaient quelque chose d'absolument fréquent. Bon, pour revenir sur la partie ce que vous citiez, Jefferson et bien d'autres, enfin les, les fondateurs de la nation américaine, bon, ils sont clairs, enfin, je veux dire, c'est dit, c'est écrit, ils sont animés d'une mission. Et cette mission biblique, je veux dire, eh ben, ils l'ont toujours, en fait. On ne peut pas comprendre, comment dire, les États-Unis aujourd'hui, comment dire, l'histoire américaine, je veux dire, la politique américaine, le côté impérialisme, belliciste, comment dire, le mondialisme américain, si on n'a pas ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'ils Exact. sont animés réellement de de cette idée force qui est donc la leur.
et je veux dire, ils croient absolument qu'ils sont porteurs, ils peuvent amener la démocratie avec leur définition de la démocratie avec des bombes. Hein, on l'a vu, comment dire, dans le Proche-Orient, on le voit encore maintenant, je veux dire, et comment dire, cette intolérance, parce que je veux dire, ils n'ont absolument, comment dire, ils sont dans l'incapacité, comment dire, d'accepter une opinion différente de la leur et de penser que, comment dire, un autre pays puisse avoir sa culture, son histoire, etc., et puisse vivre selon des codes particuliers, puis puisse avoir sa religion, etc. Bon, là, je ne fais pas de croquis, mais vous voyez un petit peu à quoi je peux penser en disant cela. Je veux dire, c'est pas finalement faire de la politique partisane que de le dire, c'est véritablement un constat. C'est comment dire, si on parle en termes de comment dire, d'émotion, je veux dire, c'est un pays qui est absolument détestable. Ouais. Absolument. Ah oui, non, mais je vous l'accorde complètement. C'est vrai que j'y suis allé peut-être 5 ou 6 fois aux États-Unis quand même. Oui, ou quelque chose comme ça. Je suis allé en Floride, je suis allé à Los Angeles. Rien à faire. Oui, c'est un pays qui m'attire absolument pas et c'est un pays que je trouve assez détestable. Pour tout un tas de raisons. C'est pas notre culture, ça c'est clair. Mais nonobstant cela, moi, il y a plein de pays que j'ai visités qui n'étaient pas ma culture. Mais c'est pas un pays accueillant, c'est un pays où le clinquant est roi. D'abord, ils n'ont pas de goût. Je suis rentré dans des magasins de meubles et de décors intérieurs. Il faut que ça soit clinquant, flashy, brillant. En fait, on peut pas dire qu'ils ont un goût prononcé pour l'esthétique. C'est pas du tout leur truc. Culinairement parlant, ma foi. N'en parlons pas. On n'en parle pas. Encore que les hamburgers quand même que j'ai mangés aux États-Unis sont meilleurs que chez McDo. C'est-à-dire que la pire marque de hamburger américaine, c'est-à-dire McDonald's, en fait, ne faisait certainement pas assez d'argent aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils sont exportés dans le monde entier. En fait, on a la pire chaîne de McDo, d'hamburgers, pardon. En France et dans le monde entier, c'est la pire. Mais bon, ceci étant, c'est pas non plus, ils sont pas très forts pour la gastronomie. Hein. La gastronomie américaine n'est pas réputée. Voilà. Donc, à part effectivement le blues, le jazz, le rock, bon là, j'ai rien à dire. Moi, j'adore. Mais sorti de ça, on peut pas dire qu'il y a il y a pas beaucoup de choses en plus qui me plaisent beaucoup dans la civilisation américaine. Alors, vous avez... Oui, allez-y. Claude, je rebondis parce que vous n'êtes pas le seul. Je veux dire, je partage votre idée, et bien d'autres aussi. Je veux dire, quand vous citez le jazz, effectivement, mais je veux dire, le jazz n'est pas proprement américain, et en plus de ça, le jazz, c'est bien d'exporter. Le blues non plus, d'ailleurs. Le blues non plus, d'ailleurs. Et le jazz, c'est bien d'exporter en France, et dans mon livre, j'en parle, et en parlant d'une contre-acculturation. C'est-à-dire que là, c'est une acculturation qui s'est faite à l'envers, qui s'est fait contre. Comment dire, et comment dire, tous les Noirs américains, parce que le jazz dans les années 50 notamment, 50, oui, 40, 50, en France, a eu, comment dire, le vent en poupe, et les grands noms du jazz, je pense à Duke Ellington, etc., Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, enfin tous les grands noms, hein. Ah oui, vraiment. J'ai perdu le fil là de votre question. En fait, il y avait pas de question. Je soulignais qu'à part le jazz, le blues et le rock, les États-Unis n'avaient pas grand-chose, ne brillent pas par leurs inventions, leur esthétique. Parce que si on regarde bien, tout ce qui est culturel et tout ce qui est esthétique vient de l'Europe. Enfin, je parle pour les pays occidentaux, ça vient pas des USA. Hein. Ça s'est fait dans un sens, ça s'est pas fait dans l'autre sens. Même le rock d'ailleurs et le hard rock sont plus nés en Angleterre d'ailleurs. Donc on va me dire c'est les anglo-saxons, certes, mais c'est l'Angleterre. C'est pas les États-Unis. Voilà.
Alors tout cela, enfin je veux dire la médiocrité, vulgarité, Ouais. non-qualité, etc., tout ce que vous voulez, n'ont pas empêché que l'américanisation se fasse Mm. à marche forcée, sans problème, sans aucune résistance, comment dire, du public. Ouais. Alors bon, ça n'a pas empêché, comment dire, les McDo, ça n'empêche pas les gens d'aller dans McDo, ça n'empêche pas, comment dire, le public en nombre d'aller à Disneyland, etc. Bon. Oui. Donc là, c'est quand même aussi une curiosité. Je pense que plus tard, il faudra, enfin maintenant ou plus tard, il faudra peut-être que des psychologues, comment dire, fassent une thèse sur ça, sur comprendre ce phénomène d'une telle attirance pour quelque chose, comme vous dites, qui est qui ne présente pas d'intérêt. Je veux dire, si on regarde précisément chaque discipline en dehors de ce que vous avez cité. Oui, Alors, c'est vrai. alors, comment dire? Après, il y a la façon de présenter les choses. Il y a tout ce côté vente et marketing de la part des Américains. Et quand on regarde ce qui s'est passé après 45 avec la division du monde en deux blocs, bloc américain, bloc soviétique, hein, entre le matérialisme du riche et le matérialisme du pauvre, mais finalement c'était des matérialismes d'un côté comme de l'autre, c'était des collectivismes l'un et l'autre. Je veux dire, il y en a un qui a réussi, entre guillemets, c'est une façon de parler, et puis un autre qui a échoué. Euh, mais on se dit, mais il y a quand même, parce que voilà, l'Union soviétique et puis ses pays satellites, c'était une caserne. Oui. Mais Oui. l'Amérique, quand on y regarde bien, je veux dire, c'est une caserne, mais une caserne soft. Et le pire, c'est que c'est le pays qui est le plus belliciste au monde. Hein, Mm. je cite l'historique des conflits. Oui, j'ai vu Comment ça à la dire, fin, oui, en annexe. Oui, oui. ils sont finalement pratiquement en guerre permanente depuis 1776. Oui, Hein, pratiquement. Je veux dire, oui. et il n'empêche que, je veux dire, ils apparaissent, comment dire, comme ceux qui apportent la liberté, comment dire, avec un cocktail. Après, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? C'est en fait la liberté économique, la liberté du commerce, la liberté comment dire, d'entreprendre. Hein. Ça Mm. n'a rien à voir avec la liberté des peuples. Hein. Voilà. C'est vrai. Donc, en fait, ce qui a l'Union soviétique, comment dire, ben, elle n'a pas su avoir ce côté sexy, entre guillemets, qu'a eu l'Amérique en présentant ces choses. Je veux dire, parce que tout était présenté, on vous apporte la liberté, et c'était les GI qui amenaient, comment dire, qui distribuaient des cigarettes, des chewing-gums, etc. Et comment dire, Ouais, c'est vous ça. l'écrivez, ouais, vous l'écrivez dans votre livre et ça a été, bah, après 45, ça a été le Oui, déferlement de produits américains, les banilons, parce qu'à l'époque, bah, les femmes en Europe, en France, ne connaissaient pas les banilons, puisque c'était quand même arrivé directement des États-Unis. Le Coca-Cola, le fameux Coke, n'est-ce pas? Les cigarettes blondes, parce que les oui. blondes, bah, c'était les blondes américaines à l'époque, hein, et le chewing-gum, bien sûr. Et effectivement, vous écrivez, et c'est ce que vous venez d'expliquer, avec comme slogan la liberté. Effectivement, Oui, vous avez raison de dire, mais quelle liberté! et liberté. Effectivement, quelle Oui, liberté! Mmh. oui. Donc, Oui, oui, tout à la fait. liberté, c'est un concept hein, qui est vendu. On vend de la liberté. Voilà. Oui, On vous c'est apporte la ça. liberté. Voilà. Mais je ne pense pas que les Irakiens, par exemple, je veux dire, qui ont perdu Saddam Hussein, je veux dire, comment dire, soient très satisfaits de la liberté qui leur a été octroyée. Hein, Non, à je tout crois le pas, monde. non. Je ne Hein, crois pas. avec un million de morts, hein, Oui, dont principalement des enfants quand même. Hein, oui, ah hein. oui, absolument. Bah oui, d'ailleurs, cette femme, Revendiqué par la Miss Albright. ouais, Madeleine Albright qui disait que Oui, à une question d'un journaliste qui lui dit, mais Madame, les 500 000 enfants tués en Irak à peu près, je ne sais plus ce qu'elle avait répondu, mais c'était grosso modo c'était un détail ou c'était un mal nécessaire. Enfin pour elle, oui, elle avait oui, oui. balayé ça On d'un revers ne peut de pas main faire en autrement. disant, bon, bah, Oui, ma foi, un petit dégât collatéral. Enfin, elle n'a pas employé ce oui. terme-là, mais en gros c'était ça. Oui, C'était l'esprit.
plus répugnant que ce genre de remarques, on a du mal à trouver. Mais d'ailleurs, vous écrivez aussi une déclaration de George W. Bush le 23 septembre 1999, et vous l'écrivez. Et oui, voilà, il dit: l'un de nos objectifs clés doit être de projeter l'influence pacifique américaine à travers le monde et à travers le temps. Et vous ajoutez, vous écrivez, à côté, 3 petits points de suspension: Irak, Libye, Vietnam, Corée, Philippines, Afghanistan, Syrie et maintenant l'Iran. Oui. Et maintenant l'Iran. C'est ça. C'est ça. Faut apporter la paix démocratique, mais avec des bombes, mais il faut l'apporter. Plus hypocrite que ça, on a du mal à trouver, quand même. Mais là, pour l'Iran, ils sont tombés sur un os. Ils sont tombés un peu sur un os. Oui. Là, le cow-boy Trump ne s'y attendait pas, et Benjamin Netanyahou non plus d'ailleurs. Mais lui, c'est un fou de guerre, Benjamin Netanyahou. Donc lui, de toute façon, tant que ça cogne, il est content. Quant à Trump, lui, effectivement, il est là, il doit penser toujours qu'il a fait une belle connerie, passez-moi le terme, et effectivement, c'en est une. Ça, c'est clair qu'il n'aurait jamais dû, il aurait jamais dû dire amen à la demande de Benjamin Netanyahou. Et maintenant, il s'en mord les doigts parce qu'il ne sait plus comment sortir de ce guêpier. Et là, ça va être compliqué. Alors, en fait, vous parlez aussi, et là, ça m'a interpellé, Yannick. Vous parlez de Céline et de la Beat Generation. Et moi, ça me parle parce que la Beat Generation, c'était juste la période juste avant hippie, en fait. Et c'est la période, évidemment, Jack Kerouac. Et Jack Kerouac, évidemment, son fameux livre On the Road, donc sur la route. Évidemment que j'ai lu à l'époque. Enfin, moi, c'était un peu plus tard parce qu'il y a un petit décalage entre Kerouac et le temps que j'arrive à lire son bouquin, parce qu'il était quand même un peu plus âgé que moi, Kerouac. Et effectivement, vous écrivez, c'est être beat, c'est rejeter. Alors, la Beat Generation, pour nos amis internautes qui ne sauraient pas trop ce que c'est en fait, c'est pas le rythme, c'est pas une génération rythmée, c'est plutôt dans le sens d'une génération battue, une génération plutôt en quête de béatitude. C'est ça la Beat Generation. Donc être beat, voilà, c'est ce qu'écrivait Céline et aussi Kerouac, c'est rejeter le passé et le futur, se rebeller contre toute autorité organisée et mépriser le square. Alors le square, c'est un mot qui signifie à la fois carré et honnête. Donc c'est celui qui vit enfoncé dans son ornière. Voilà, c'était ça la Beat Generation, qui croit témoigner par sa vie en faveur de toutes les valeurs décentes. En un mot, le bourgeois, le salaud. Voilà, ça c'est Céline et Jacques Kerouac. Et d'ailleurs, Kerouac, il y en avait 3 à l'époque qui étaient les leaders en fait de cette Beat Generation. C'était Jacques Kerouac, Allen Ginsberg et William Burroughs. Et alors, j'aime beaucoup parce que c'était le KGB. Oui. Absolument fantastique. Ça, c'est fantastique. Ça. Je vous laisse. Alors, avant que je vous laisse commenter ça, parce que c'est intéressant, donc page 89 de votre livre, et vous décrivez ce que Céline, parce qu'il a été donc aux États-Unis. Céline est à New York. Et voilà ce qu'il avait écrit à l'époque dans Voyage. J'avais parcouru 8000 miles à travers le continent américain et j'étais de retour à Times Square. Et même en plein, dans une heure de pointe, contemplant avec mes yeux naïfs de routier la démence absolue et la fantastique fanfaronnade de New York avec ses millions et ses millions de types se chamaillant pour $1, le cauchemar démentiel, c'est-à-dire empoigner, prendre, céder, soupirer, mourir, tout cela pour finir dans les ignobles cités funéraires qui se trouvent derrière Long Island City. Voilà. Et donc, Jacques Kerouac rejette l'American Way of Life et en un premier lieu, la société de consommation, la société de l'instantané. Mais ça, j'avoue que j'étais à l'époque, donc en plus, il ajoute Kerouac dans votre livre, c'est écrit, ils peuvent fabriquer des vêtements éternels, ils préfèrent fabriquer de la camelote bon marché, de façon que tout le monde aille bosser et passe au pointage, et s'organisent dans des syndicats sinistres et patauge dans la misère, tandis que la foire d'empoigne continue à Washington et à Moscou. Et j'avoue que je partageais totalement à l'époque ces points de vue. Et d'ailleurs, quelque part, je les partage toujours.
je suis toujours persuadé que cette société de consommation est complètement déliante et que les gens courent après, ils savent même plus après quoi ils courent d'ailleurs, pour une bonne majorité d'entre eux. Et c'est assez, malheureusement, c'est assez triste en fait, c'est assez pathétique. Mais voilà, je vous laisse rebondir là-dessus parce que ça m'a particulièrement touché ce passage. Donc effectivement les trois animateurs leaders de la Beat Generation, KGB, Kerouac, Ginsberg et Burroughs, Ouais. sont les uns et les autres sont admirateurs de Louis-Ferdinand Céline. Hein. Oui, Ils l'ont lu, ils le connaissent, ils apprécient le bonhomme, hein, et ils apprécient le style. Et je veux dire, on peut faire d'ailleurs des parallèles entre le style de célinien et le style de Kerouac. Et mais donc, tant et si bien que, Ginsberg et Burroughs, et pas Kerouac qui n'est pas à Paris à ce moment-là avec ses deux amis, donc vont aller voir Louis-Ferdinand Céline chez lui à Meudon. Hein. Donc, ils vont être reçus, etc. Donc, c'est assez amusant, c'est que donc c'est comment dire, un auteur, un journaliste, écrivain qui fait la relation entre Kerouac et puis Louis-Ferdinand Céline, et qui organise la rencontre avec Céline. Céline accepte. C'est, comment dire, on s'attendait pas. Je veux dire, bon, mais Céline accepte. Il le reçoit pendant 2 heures et ça se passe très bien. Bon, après, il y a une relation qui est faite, comment dire, de l'entretien. Donc, il parle de tout, y compris de la médecine, etc. Bon, donc, drôle de bonhomme, etc. Et puis, donc, comment dire, l'un des deux, je sais plus si c'est Burroughs ou Ginsberg, ils quittent, ils sont raccompagnés d'abord par la femme de Louis Ferdinand, par Lucette, et comment dire, ils disent on est content, on a vu le plus grand écrivain de France. Et Lucette qui a dit non, non, le plus grand écrivain au monde. ah, c'est pas mal. Ouais, Ah, ouais. ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est un passage intéressant. Ça m'a projeté un peu en arrière. Parce que c'est vrai que bon, moi, j'étais un peu en décalage parce que je suis dans 54, donc j'ai un petit décalage de l'époque avec Kerouac, puisque c'est juste après, hein, puisque j'étais un peu jeune quand même. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé. C'était les écrits de Kerouac à l'époque. Moi, j'étais marginal à l'époque. Dans la tête, je le suis toujours d'ailleurs. Mais donc, évidemment, ouais, c'était notre phare, quoi, hein, un des phares, quoi, de toute cette génération, la Beat Generation et la génération hippie derrière. Et quant à Louis-Ferdinand Céline, bien évidemment, sa réputation n'est plus à faire. Donc, non, non, c'est bien. Alors après, vous avez tout un passage dans votre livre où vous parlez donc de Français qui ont été se promener aux États-Unis et vous parlez notamment de Chateaubriand, d'Alexis Tocqueville. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la citation de Tocqueville que vous avez exhumée pas mal dans les citations. Vous avez, bon, voilà la citation d'Alexis Tocqueville. La politique des Américains vis-à-vis du monde entier est simple. On pourrait presque dire que personne n'a besoin d'eux et qu'ils n'ont besoin de personne. Ouais, bah voilà, c'est ça. Pouvez nous parler un peu de ces différents Français qui sont partis aux États-Unis et qui en sont revenus, bon, ma foi, un peu désabusés. Ben, disons que ce que j'ai voulu aussi, c'était brosser un tableau, en fait, comment dire, une sorte de relation internationale sur 2 siècles, en fait, hein, Ouais. de la fin du 18e jusqu'au 20e, et en montrant que parmi les écrivains,
puisque bon, vous l'avez dit, je commence à Chateaubriand pour terminer à disons François Mauriac, hein, Oui. le plus récent. Hein, donc, et ben, je veux dire, et j'ai essayé quand même de montrer qu'il y avait à la fois, comment dire, comment dire, parce que les avis sont partagés. Je veux dire, ils sont pas tous pro américains ou tous anti-américains. Je veux dire, donc, ce sont des vues qui sont assez partagées. Hein, et des gens qui, pour la plupart, ont visité, connaissent les États-Unis pour y être allés. Hein. Chateaubriand, Oui. il y est allé, Alexis Tocqueville aussi, Gustave de Beaumont également. Bon, il y a aussi des gens, je cite aussi des gens qui ne sont pas nécessairement des Français. Hein, bon, il y a, comment dire, y compris un Américain, Sinclair Lewis, prix Oui. Nobel. Donc, si vous voulez, il y a comment dire, une variété assez importante d'écrivains. Hein. Je cite aussi, comment dire, oui, donc François Mauriac. Oui. François Mauriac qui n'est pas allé, lui, aux États-Unis. Stendhal, qui n'y est pas allé, mais bien Oui. qu'il n'y étant pas allé, il a une vue très précise euh, euh, par le biais d'un ami qui, lui, y est allé, qui lui a fait les comptes rendus. Enfin, je veux dire, il connaît l'Amérique comme s'il y était allé. Hein. Je veux dire, donc on parlait tout à l'heure de la vulgarité, mais pour Stendhal, c'est quelque chose qui le marque terriblement. Je veux dire, ça ne correspond pas, ça ne veut pas correspondre à, comment dire, à la culture française. Bon, d'autant plus que, bon, on est encore dans les années 1830, 1840. Oui, Hein, je c'est veux ça, dire, le 19e, ouais, le 19e siècle, quoi. Oui, quand même. c'est Oui. pas la France, c'est pas la France d'aujourd'hui. Hein, je veux dire, Ah bon, non, ça n'a rien à donc voir. c'est quelque chose qui sont des marqueurs Mm. qui sont importants. Quoi. Absolument. Non, non, absolument. Alors, bon, vous continuez, évidemment, vous parlez de Rockefeller, les fondations Rockefeller, vous parlez de la French American Foundation, de la fondation Ford aussi, des Bilderberg, toutes ces sociétés discrètes, secrètes qui se sont mises en place, en fait, entre la fin du 19e et le début du 20e. Vous parlez aussi du pop art au McDonald's. Vous parlez de l'inauguration de Pompidou à Beaubourg. C'est vrai que je ne me rappelais plus, mais c'est vrai que c'est Pompidou qui avait inauguré le centre de Beaubourg à Paris, que j'ai toujours trouvé d'une laideur repoussante. À l'époque, je me suis dit, mais comment? Le truc! Alors évidemment, il y avait des gens qui me disaient que c'était branché. Ouais, branché. En plus, le bâtiment, franchement, moi j'y suis rentré dedans, j'ai regardé un peu à l'intérieur. Déjà, c'est pas climatisé, alors on crève de chaud en été parce que il y a une réverbération fantastique, il y a des tuyaux partout, des plaques de plexi. Enfin bon, bref, c'est moche. C'est moche, on pète de chaud, on pète de froid. Enfin, mais au moins, c'est en couleur, quoi. C'est fantastique. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça, là, cette emprise aussi par les clubs secrets discrets sur, évidemment, le monde entier, puisque là, on est sur les Rockefeller, la French American Foundation, etc., etc. Oui, alors la plupart enfin beaucoup nombre de ces fondations sont souvent, enfin plus d'autres moins connus qui sont que des prête-noms, je veux dire, sont des faire-valoir en fait sont téléguidés par la CIA. Oui, L'argent, les possibilités viennent de la CIA. Et donc, je parle notamment dans mon livre de je retrouve, comment dire, enfin, d'un club, enfin, comment dire, qui naît dans les années 50, je retrouve. lequel? Les Bilderberg, Non, non, c'est pas le Bilderberg, le CFR, le Council of Foreign Relations, non, non plus, non non plus, non plus, plus. non plus. French American Foundation, la Non, Fondation Ford. non, 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 non. C'est quelque chose qui, en fait, qui est moins connu.
C'est le Congrès pour la Ah, liberté de la culture. C'est le ah Congrès oui, pour la oui, liberté de la oui, culture. oui. Parce que C'est vrai que le Congrès c'est pour vrai la que je liberté de la connaissais pas. culture, Je connaissais pas, je vais vous laisser décrire, excusez-moi, ouais, allez-y. oui, le Congrès pour la liberté de la culture, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important, qui naît en 1950. Je résume, je vais vite, hein, j'en parle assez longuement dans mon livre. Et celui qui est à l'origine de ça, je veux dire, c'est un, comment dire, euh, comment dire, il est, comment dire, les, comment dire, immigrés aux États-Unis. Hein, donc c'est un, donc il parle l'allemand, l'anglais, enfin il parle des tas de langues. Je veux dire, donc ça a beaucoup servi. Et donc là, parce que la plupart sont communistes anti-soviétiques. En fait, et la plupart sont des comment dire, sont des trotskistes en fait. Ah Comment oui. dire. Et donc il y a un recyclage en fait qui se fait des trotskistes. Et donc par c'est eux qui vont être à l'origine de la création du Congrès pour la liberté de la culture, Mhm. donc qui naît à Paris, Congrès constitutif à Paris en 1950, enfin Congrès né en 1950 à Paris et Congrès constitutif à Berlin. Et comment dire, là aussi en 1950. Et là, ce que j'indique, donc, alors, parmi les Français, il y a Raymond Aron. Hein, Oui. donc, enfin, je veux dire des personnalités qui sont toutes des personnalités libérales. Hein, même quand bien même elles proviennent du trotskisme pur et dur. Disons qu'ils ont viré leur cutie. En Italie, il y a Ignazio Silone, lui aussi pareil, trotskiste. Alors c'est soit des trotskistes, soit c'est des comment dire des communistes reconvertis, des anciens Oui. communistes. Euh, et donc, le congrès de Berlin constitutif, 15 000 personnes quand même. 15 000 Ah personnes. oui, Et quand alors, même. une curiosité, le congrès à Berlin se tient le lendemain c'est le hasard, hein, c'est-à-dire se tient le lendemain, parce que ça ne pouvait pas être prévu avant, le lendemain de l'entrée des troupes, comment dire, coréennes qui passent le 17e parallèle. Voilà. Donc, évidemment, comment dire, succès important, succès médiatique important, d'autant plus que, je veux dire, en plus de ça, comment dire, ça colle à un événement international qui est exploité. Voilà. Alors, le Congrès pour la liberté de la culture, présent dans la plupart des pays d'Europe, hein, Angleterre, Allemagne, bien sûr, la France, l'Espagne, l'Italie, la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest. Chacune a ses locaux, chacune a ses publications, des belles publications. En France, la publication C'est Preuve, qui est une belle publication, hein, une belle publication, comment dire relativement luxueuse, hein, d'un bon niveau, d'un haut niveau, quoi, avec pas mal de gens qui écrivent dedans, des gens connus, etc. Bon. Et le congrès et il va y avoir ce qui est important, c'est alors comment ça existe ce congrès, comment ça existe, comment c'est financé. Évidemment, parce que tout ça, ça suppose des moyens qui ne sont pas à la portée de simples particuliers ou, comment dire, des uns et des autres qui apportent leur obol avec des cotisations et des abonnés aux revues. Et donc, ça va sortir dans la presse. Je crois que c'est la New York Times qui sort, c'est une bombe, c'est en 1966. Il y a 3 articles successifs qui sortent pour signaler, en fait, comment dire, pour expliquer, en fait, que le financement vient de la CIA. Donc là, on a quelque chose de très, très important. Hein. Je veux dire, on se rend pas compte aujourd'hui, si vous voulez, de l'importance de ça, parce on n'a pas eu, comment dire, d'équivalent depuis, je veux dire, qui couvre toute l'Europe à ce niveau-là, en fait, était en direction des élites. Hein. Et Mhm. donc là, comment dire. Alors bon, il y a eu des réactions, etc. Parce que donc, tout le monde a été obligé après de confirmer.
il y avait pas le choix. Je veux dire, les preuves étaient assénées, etc. Raymond Aron dira ah mais je ne savais pas, etc. Comment on pouvait savoir, on faisait confiance, etc. Et puis c'était pas notre problème de toute façon. J'écrivais ce que j'avais envie de, ce que j'écrivais, voilà, etc. Bon, donc tout ça c'est comment dire de la littérature, hein, c'est clair. Je veux dire, il écrivait certes ce qu'il voulait écrire, mais ce qui allait dans le sens, comment dire, des intérêts de l'Amérique. Hein. Ouais. Bon, et donc alors ça passait, tout ça passait par des courroies de transmission. Et puis donc, mais ils ne savaient pas. Mais les courroies de transmission, je veux dire, bon, parce que comment pouvait-elle, comment dire, pour financer ça, je veux dire, s'il n'y avait pas un accord du gouvernement des Antilles, rien ne pouvait se faire. Ça, c'est impensable. Bien sûr. Non, mais Voilà. tout à fait. Oui, oui, c'est un élément assez important de votre ouvrage et j'avoue que je ne connaissais pas ce conseil. J'avoue là. Donc, écoutez, bravo parce que pour avoir déniché ça, parce que c'était pas évident et surtout que c'est très pernicieux parce que ça a une influence directe évidemment sur la culture et s'il y a la CIA derrière, eh ben, on voit bien qu'il y a une volonté délibérée donc d'abêtir et d'arriver à une acculturation et c'est ce qui se produit malheureusement aujourd'hui en France. Alors, vous avez aussi cité tous les bombardements américains inutiles. Et Dieu sait si les Américains ont une devise, c'est je bombarde d'abord et je discute après. Donc, vous êtes revenu pour décrire le carnage, c'est-à-dire Dresde, par exemple, Hiroshima. Bombardement de Dresde, d'ailleurs, à ce sujet, bon, d'ailleurs, vous l'écrivez dans votre livre, mais enfin, Dresde, et ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais et les Américains savaient qu'il n'y avait aucun militaire de la Wehrmacht stationné à Dresde. Dresde était donc une ville, d'ailleurs, où il y avait une vingtaine d'hôpitaux, je crois. C'était une ville donc Intérêt stratégique zéro. d'intérêt stratégique zéro. Il y avait un zoo, il y avait que des civils. Hein. C'était une ville très jolie, moyenâgeuse, et ils ont rasé Dresde à coups de bombes incendiaires, de bombes napalm. Les températures ont été effroyables, c'est monté à plus de 2000 degrés, je ne sais plus. Tout le monde, malheureusement, a péri dans les flammes. Et ça a été un carnage horrible, animaux compris. Il y avait un zoo à Dresde et les pauvres animaux sont morts. Et ça a été un carnage absolu. L'image, évidemment, des anglo-saxons, voilà. Ils ont bombardé aussi Hiroshima, ça on le sait tous. Moins connu peut-être des Français, et pourtant ça s'est passé sur le sol français, Royan, qui n'était pas du tout une ville stratégique, et vous le mentionnez dans votre ouvrage, et vous avez raison d'ailleurs, a été totalement rasé aussi par les Anglo-Américains. Et on voit pas tout, on voit absolument pas pourquoi. D'ailleurs, Le Havre, pareil, parce que Le Havre, les garnisons allemandes avaient fui Le Havre, donc Le Havre, en fait, il n'y avait aucune raison de le raser. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Caen, la ville de Caen, en Normandie, et Lisieux, d'ailleurs, ont été deux villes à raser. Puisque je sais, j'ai habité quand même assez longtemps en Normandie, donc je connais quand même bien la Normandie. Et on peut dire que toutes ces villes ont été pilonnées alors que les Allemands étaient déjà partis. Donc, mais c'est la grande spécialité anglo-saxonne, on bombarde et on discute après, à condition qu'il y ait encore quelqu'un de vivant pour discuter. Parce que, effectivement, quand on se prend 4 tonnes, enfin plusieurs milliers de tonnes de bombes sur la tête, je ne sais pas s'il reste grand monde pour discuter. Alors, après, on arrive bientôt donc à la fin de notre émission. C'est un livre passionnant, hein, Yannick, vraiment. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu mon dada aussi. Moi, je suis très remonté contre les Américains, contre les Anglo-Saxons en général, puisque d'ailleurs j'avais fait un recensement un peu du nombre de morts qu'ils ont sur la conscience. C'est quand même depuis la fin du 19e siècle, donc les Anglais et les Américains, parce que je les mets un peu dans le même panier. Ils sont quand même responsables de près de 400 millions de morts, hein, quand même, depuis la fin du 19e siècle, entre les deux guerres de l'opium contre les empereurs chinois, la colonisation de l'Inde. Ils ont tué quand même 100 millions d'Indiens, hein, quand même à l'époque, les Anglais avec la Compagnie des Indes, les massacres américains, Vietnam, Corée, enfin bon, bref.
c'est quand même c'est quand même un peuple belliciste et ultra belliqueux. Et donc peut-être vous allez pouvoir nous parler maintenant du pop art au McDo. Alors comment finalement on en est arrivé? Bon, il y a eu Pompidou avec Beaubourg, et puis tout d'un coup on passe du pop art, et là aujourd'hui c'est une horreur parce qu'il y a plus de 1500 McDo en France, sans compter KFC, sans compter Burger King, Quick aussi, j'ai oublié. Donc Oui, mais problème. Claude, je vais peut-être parler me concentrer sur McDo, hein, enfin le Oui, McDo, allez-y. voilà, Allez-y, allez-y. sur le fast-food. Ah, je m'excuse de parler de dire C'est fast-food, ça. mais euh, donc, enfin, l'histoire de McDo en France, c'est une histoire curieuse là aussi, parce que euh, euh, celui qui va monter McDo en France, c'est un Français qui était installé aux États-Unis et qui travaillait chez McDonald's. Et puis, il lance le pari en disant, mais moi, je vais monter McDonald's en France. Et les dirigeants de McDo aux États-Unis n'y croyaient pas une seconde en disant, mais ça marchera jamais, McDo en France, le pays de la gastronomie, etc. Il dit, bon, laissez-moi faire. Et Dayan, il s'appelle. Et donc, ils l'ont laissé faire. Mais ils l'ont tellement laissé faire qu'ils ont vraiment laissé faire. C'est-à-dire qu'il en a monté un, et puis il en a monté, il était allé jusqu'à 15. Et donc ça démarrait en, comment dire, je mets les dates dans mon livre, en 72, 73, 1972, 1973. Et donc, y compris un sur les Champs-Élysées. Et donc, Oui, je me souviens. il lui avait fait un contrat à 1% du chiffre d'affaires comme royalty à payer. C'était rien du tout. C'était rien du tout. Ils s'en sont mordus les doigts parce que, je veux dire, ils faisaient un chiffre d'affaires et une marge pas Ah possible oui, là, oui. sur 15 McDo, mais forcément, je veux dire, ils n'imaginaient jamais que ça allait marcher. Ben oui, Et moi donc, non plus. et donc, J'aurais pas parié un franc non plus à l'époque, mais bon, comme quoi. Il a prouvé le contraire. Donc, Mmh. à un moment donné, il commençait vraiment à les emmerder parce qu'il avait ça, un contrat comme ça. Je veux dire, il en avait 15 et puis il pouvait en monter, etc. Donc, ils sont allés au procès. Ils sont allés au procès, ils ont voulu changer le contrat. Les Américains ont monté un McDo à Strasbourg. Donc, le premier, ce qu'ils appellent eux le premier, ils disent que c'est le premier, c'est en 79. Ils Mmh. disent que c'est le premier à Strasbourg. En fait, ils s'occultent complètement la période d'avant de Dayan. Et donc, il y a sur le McDo à Strasbourg en question, il y a une plaque, comme quoi c'est donc le Ah, premier. Donc, il y a eu des procès. Euh, Dayan a perdu son procès. Les, il a revendu ses, ses, c'est pas. ses restos. J'ai du mal à dire restaurant. Et donc, ils sont devenus, je ne sais plus quelle enseigne, etc. Voilà. Et puis après, après, il y a commencé toute l'histoire de Oui. McDo que vous connaissez, qu'on connaît Ah tous, bah etc. oui. Bon, À et, 1500, 1500 en France à peu près, hein. oui, c'est de cet ordre-là, oui. Et Non. ce qui fait un des pays au monde où il y en a le plus. Oui, c'est fou. Et en proportion de la population, c'est celui qui en a le plus. Voilà, Ouais, bon. ouais. Ce qui Ça veut aussi, dire, c'est. ce qui veut dire qu'une majorité de Français l'ont plébiscité, parce que je veux dire, s'il y avait eu personne pour acheter des McDo, bah, McDo, au bout d'un moment, aurait fermé ses portes et aurait été voir ailleurs. Donc, il a bien fallu que ce soit quand même les gens qui plébiscitent cette bouffe, cette malbouffe. Et malheureusement, c'est forcé de constater que c'est ce qui se passe. Alors, Yannick, l'heure tourne. On en est, ça y est, on en est à 1 heure d'émission. Donc, il va falloir qu'on conclue, de conclure, pardon. Donc, est-ce que vous pourriez, en quelques mots là, bah, le mot de la fin, en fait, voilà, de conclusion.
Ben, enfin, en conclusion, enfin, bon, on pourrait dire différentes choses, mais bon, il y a des aspects que je n'ai pas abordés dans mon livre. Donc, bon, je dirais à l'occasion de conférences et des choses qui sont évoquées, mais je veux dire, à ma décharge, je ne pouvais pas non plus tout aborder parce Oui, que, je veux dire, j'aurais fait un livre beaucoup plus volumineux et ensuite de ça, j'ai pas forcément non plus la compétence pour traiter certains sujets. Mais donc, en conclusion, dans ma conclusion, la conclusion du livre, pas ma conclusion maintenant, mais donc j'explique un petit peu, je parle du wokisme, de la cancel culture, la French Theory, etc. Enfin, de tous ces aspects-là qui mériteraient des développements importants et de relier ça. Parce que, comment dire, quand on dit là aussi que d'une certaine manière, c'est un petit peu la même chose que pour les McDo. On dit oui, ben, on ne comprend pas, je veux dire que ça a eu ce succès-là, hein, parce que ça ne correspond pas à la nature française. Mais comment dire, le wokisme et la cancel culture, enfin etc., ça ne correspond pas à la mentalité exact, française. Hein. exact. Dire, un intellectuel normalement constitué ne se reconnaît pas là-dedans. Et pourtant, C'est vrai, ça prend. Hein, c'est vrai. il y a qu'à voir, ça prend. Alors bon, il y a aussi à se demander, hein, je crois que ça peut être l'objet d'un autre livre, se demander pourquoi, pourquoi ça prend de cette manière-là, pourquoi ça fonctionne, et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que c'est Mhm. bien joli, mais Claude, depuis une heure, on en est à des constats. Oui, Maintenant, mais maintenant, comment fait-on, je veux dire, autrement que de constater, comment fait-on, je veux dire, avec des gens pour leur expliquer, si tant est qu'ils veuillent bien entendre ce qu'on dit et comprendre, etc. Comment dire, quand on leur parle, ben, on n'a pas parlé d'acculturation ou d'acculturation linguistique, on aurait pu le faire, mais je veux dire, mais ils ne le comprennent pas. Alors de toute façon, comment bah oui, je crois Yannick que de toute façon, comment on fait? Bah déjà, je pense il y a tout un changement de paradigme à établir, c'est-à-dire qu'il faut tout refondre, enfin tout remanier en réalité, parce qu'on voit bien que tous les gouvernements qui se sont succédés en France après le général de Gaulle ont été de toute façon pro-atlantistes. Donc, ça a été voulu. Tout ce constat en fait de pillage industriel, culturel, social, cette accumulation de l'acculturation, etc. Bah, tout ça, ça fait partie donc du plan anglo-saxon pour détruire la francophonie. Donc, je pense qu'il faut tout revoir. Et puis, votre idée, bah, écoutez, d'écrire peut-être une suite à votre ouvrage, mais ma foi, moi, je pense que c'est une excellente idée. Alors, en attendant, amis internautes, eh bien, voilà, moi, je vous incite vraiment à commander ce livre et à le lire parce que si vous avez besoin de références, en plus, il est extrêmement bien référencé. Vous y trouverez une multitude d'infos. En tout cas, Yannick, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Eh ben, merci Claude. Et puis, bah, écoutez, à vous de voir pour une suite maintenant, hein. Il va falloir écrire une suite puisque vous l'avez un tant soit peu suggéré. Bah, écoutez, voilà. Et le jour où vous sortez une suite, et ben, c'est promis, je vous réinvite. Voilà. Ok, En pourquoi pas. attendant, Voilà. merci beaucoup. Amis internautes, merci de votre fidélité. Alors, pour ma part, je vous retrouverai très certainement avec Eric et d'autres invités parce que notre ami Adnan Azam est à Téhéran, figurez-vous. Je ne le savais pas, il m'a appelé ce matin, il est à Téhéran, donc il est au cœur du réacteur, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, normalement, samedi, s'il arrive à avoir du réseau, parce que là-bas, c'est un peu compliqué d'avoir suffisamment de réseau Internet, eh bien, samedi, on fera une émission spéciale en direct donc, de Téhéran. Annan m'a déjà envoyé quelques vidéos très intéressantes voilà, de ce qui se passe réellement à Téhéran. Donc ça va être samedi.
Normalement, 19h30, heure de Paris, parce qu'on commencera un peu plus tôt, parce que à 19h30, heure de Paris, il est 1h30 plus tard en Iran, il faut le savoir, il y a 1h30 de décalage. Donc nous, 19h30 pour Adnan, ça sera donc 21h. Donc samedi prochain, moi, je vous donne rendez-vous pour ma part avec Eric et d'autres invités surprises, donc pour une émission spéciale Téhéran. Et puis sinon, moi, dans mon émission du mardi, mardi prochain, figurez-vous, j'ai mon ami Nicolas Vidal de Putsch Média qui m'a fait le plaisir d'avoir accepté mon invitation pour son dernier fascicule. Alors lui, il écrit des tout petits fascicules. Et je l'ai croisé aujourd'hui, donc Nicolas, j'ai dit alors Nicolas, on est bon pour mardi prochain? Il m'a dit oui. Donc voilà, donc mardi prochain, j'aurai le plaisir d'avoir donc Nicolas Vidal et de l'interviewer. En attendant, merci à vous tous et puis écoutez, à samedi et merci Eric pour la technique et Yannick, un grand merci, portez-vous bien.